Il n'y a pas de république possible. Il y a 2 ans que je participe à une campagne où on ne m'a rien demandé. Nous sommes en guerre. On est en train de truquer cette présidentielle. Il n'y aura pas de débat entre tous les candidats. L'homme ou la femme providentielle, ça n'existe pas, et tant mieux. Il est important que chacun puisse dire quel type de relation il veut avoir. Moi, ce que je souhaite, c'est aller plus vite, plus fort et être plus efficace. Les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion. C'est pas ma famille, c'est pas mes collègues, et en plus il y a même des gens que je peux pas voir, je peux pas supporter idéologiquement, je parle, et qu'il était hors de question que je m'affiche là-dedans. Moi, je ne veux dissoudre la France ni dans l'Europe ni dans l'Afrique. L'État sait très bien se tourner vers les maires quand il a besoin de faire fonctionner les choses au plus près de la réalité du terrain. Le réchauffement climatique est le plus grand défi auquel l'humanité est aujourd'hui confrontée. Ma 4e candidate est Nathalie Arthaud, candidate de la lutte ouvrière. Elle a adhéré à la lutte ouvrière dès ses 18 ans. Titulaire d'une agrégation d'économie et de gestion, elle a enseigné dans des quartiers difficiles en banlieue parisienne et lyonnaise. Depuis 2002, elle s'est présentée à de nombreuses élections, municipales, législatives, régionales et européennes. Elle est devenue en décembre 2008 porte-parole de la lutte ouvrière. Elle est investie par son parti comme candidate à l'élection présidentielle de 2012 où elle réunit 0,56% des voix. Candidate aux élections législatives en juin 2012, elle est battue dans la 6e circonscription de la Seine-Saint-Denis. Elle se présente en 2015 pour les régionales en Île-de-France sans succès. Elle est réinvestie par la lutte ouvrière pour se présenter à l'élection présidentielle de 2017, ainsi que pour être tête de liste aux européennes de 2019 sans succès aussi. À l'occasion de son 50e congrès en décembre 2020, Lutte ouvrière la désigne encore candidate pour l'élection présidentielle de 2022. Fin mars, elle a tenu un meeting à Rennes. 2 heures avant son début, nous avons pu interroger des militants lutte ouvrière. Est-ce que vous pouvez vous présenter déjà ? Alors bonjour, Sandra Chirazi, je suis militante de lutte ouvrière et là je fais campagne pour Nathalie Arthaud pour l'élection présidentielle pour faire entendre le camp des travailleurs. Moi je m'appelle Fabrice Lucas, donc je suis militant à lutte ouvrière depuis 30 ans au moins. Et je travaille aussi à PSA, à l'usine PSA. Je suis ingénieur, je travaille à Orange et j'ai 56 ans. Je m'appelle Ludovic Hubert et je suis enseignant. Pourquoi soutenir Nathalie Arthaud et pas un ou une autre ? Alors en fait c'est la seule qui fait pas de promesses, qui prétend pas qu'en envoyant un nouveau locataire à l'Elysée ou à Matignon on pourrait changer quoi que ce soit à la société, mais qui propose un vote de combat, de conscience du fait qu'il faudra compter que sur les luttes collectives pour changer les choses. Et les seuls qui ont la force de changer cette société, c'est les travailleurs, ceux qui font tout fonctionner tous les jours, qui collectivement devront se battre pour imposer des salaires qui suivent automatiquement les prix, la répartition du travail entre tous et puis contrôler l'économie. Pas la laisser aux mains de ces capitalistes dans leur course au profit qui nous mène droit dans le mur. Alors pourquoi soutenir Nathalie Arthaud ? Tout simplement parce que Nathalie Arthaud, le parti lutte ouvrière, défend l'idée qu'il n'y a pas de solution dans la société capitaliste. Que ce qui est responsable de tous les malheurs dans cette société, les guerres, les pénuries, etc., c'est l'organisation capitaliste de la société. Donc nous, à la lutte ouvrière, nous défendons l'idée que pour que la société s'améliore, il faut changer de système économique. Et c'est la seule candidate à ces élections présidentielles qui défend cette idée. Nathalie Arthaud, elle ne défend pas des idées, elle n'a pas un catalogue de promesses électorales, comme tous les autres candidats. Ils ont voté pour moi et nous allons améliorer le sort des lycéens, améliorer le sort des retraités, améliorer le sort des travailleurs. Nous on dit, pour changer les choses, il faudra se battre, il faudra prendre l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les poches des capitalistes. Et ça, c'est pas un président ou une présidente qui peut l'obtenir, c'est la classe ouvrière, donc les gens qui travaillent, les gens qui produisent toutes les richesses, qui peuvent l'obtenir en se battant dans le domaine économique et politique. Parce que c'est Nathalie Arthaud qui est la candidate communiste révolutionnaire. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut absolument défendre l'idée qu'une autre société est possible, qu'un autre monde est possible. Quand on voit le contexte international, la multiplication des guerres,
dont tous les peuples feront les frais, hein, bien sûr, parce que c'est pas Total ou Bouygues qui vont faire les frais de tout ça. Eux, les marchands de canons et eux vont ramasser le gros du pactole. Et puis c'est à la population qu'on va demander des sacrifices encore et encore. Alors nous, on est convaincus qu'il est possible d'organiser la société autrement. Et on pense que c'est les travailleurs, le monde du travail, qui pourront le faire avec chevillé au corps des idées d'émancipation sociale. Hein, parce que c'est nous qui faisons tourner toute la société. Et je pense que franchement, quand on voit l'état du monde, se dire qu'on pourrait l'organiser autrement, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour se dire que ce serait mieux. Donc oui, il faut défendre les idées communistes, révolutionnaires, internationalistes. Parce que c'est la seule candidate qui veut renverser le capitalisme et établir une société communiste révolutionnaire. Il n'y en a pas d'autres, donc comme il n'y en a pas d'autres, c'est pour elle que je vais voter. Pourquoi, selon vous, le capitalisme pose problème ? Alors le capitalisme, c'est un système complètement fou. Une petite minorité possède quasiment tous les capitaux et puis décide en fonction juste de ses profits. Je crois que ça s'est bien vu pendant la pandémie, là, où ils se piquaient des lots de masques sur les tarmacs des aéroports, où à peine des chercheurs publics avaient trouvé de quoi faire un vaccin, que les compagnies privées mettaient la main dessus pour essayer de faire un maximum de profit. À peine le pass sanitaire a été voté que le prix du vaccin augmentait, les pays pauvres n'en voyaient pas la couleur. Enfin, c'est vraiment, ça a été une sacrée illustration de ce que ça veut dire cette course au profit dans tous les domaines. On l'a vu aussi avec les EHPAD, on le voit aussi là avec tous ceux qui ont un travail qui se retrouvent à trimer avec des cadences de folie pendant que d'autres se retrouvent au chômage. Donc, ce serait bien plus logique de se répartir tout le travail entre tous et ça on pourra le faire que vraiment en imposant les mesures que propose Nathalie Arthaud par des luttes collectives. Tout simplement parce que c'est une organisation qui est complètement anarchique, hein, aberrante. C'est-à-dire que c'est une organisation qui fonctionne sur le profit, hein, c'est-à-dire que ceux qui possèdent les moyens de production, donc possèdent les moyens de créer des richesses, ne les font tourner seulement en fonction de ce que ça peut leur apporter à eux, qui sont une minorité, et pas en fonction des intérêts de l'humanité, de toute la population. Je crois que le capitalisme, il pose problème parce que c'est la multiplication des guerres, parce que c'est l'accroissement de la pauvreté, parce que c'est l'exploitation forcenée dans les usines, dans les entreprises, alors qu'il n'y a jamais eu autant de chômage et autant de précarité. Donc, j'allais dire presque, mais tout serait mieux organisé que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, oui, il faut changer ce système-là. On a tout pour ça. On a la technique. On a la division du travail à l'échelle internationale. C'est une richesse tout ça. Ce qu'il faut, c'est que ce soit organisé par les travailleurs eux-mêmes, par ceux qui ont intérêt à ce que la société elle change. Il faut produire en fonction des besoins, disait Marx. Et nous, on pense que ça n'a jamais été d'autant d'actualité et que c'est possible, à condition de prendre le pouvoir à ceux qui l'ont aujourd'hui, c'est-à-dire la bourgeoisie, ceux qui ont le pognon. Par l'accumulation des richesses d'un côté. Vous pouvez voir Bernard Arnault, je ne sais pas si vous connaissez ces grandes fortunes capitalistes en France, là, donc toute la presse dit qu'ils ont augmenté leur fortune de façon délirante. Et puis de l'autre côté, un appauvrissement de la pauvreté, une augmentation de la pauvreté. On le voit au Resto du Cœur, le Secours Populaire, toutes les associations caritatives dénoncent aujourd'hui une montée de la pauvreté. Et donc ça, rien que ça condamne un système pour moi. Ça ne peut pas être l'avenir, un système avec des gens qui accumulent autant d'un côté et puis des pauvres de l'autre de cette façon-là. Et puis il y a aussi, vous voyez bien ce qu'ils font de la planète, quoi. Le réchauffement climatique, l'épuisement des matières premières, c'est pareil, ça il va falloir changer ça de façon radicale et on ne peut pas le faire dans le cadre de ce système. Ce système il est gouverné par le profit, donc eux ce qu'ils voient c'est l'argent. Et les êtres humains et la nature, ils s'en foutent. Voilà, ça pose un gros problème à toute l'humanité d'ailleurs. C'est pas qu'en France, mais au monde entier. Si vous étiez Premier ministre de Nathalie Arthaud présidente, quelle serait votre première mesure ? Alors, si Nathalie Arthaud était présidente, ça voudrait dire qu'il y a des millions de gens dans la rue. Ça veut dire qu'on a convaincu des millions de gens qu'on pourra compter que sur les luttes sociales, et ça veut dire que du coup on laisse plus les capitalistes faire ce qu'ils veulent et que ceux qui produisent toutes les richesses tous les jours, ils s'organisent et qu'ils imposent que leurs intérêts, l'intérêt de la majorité de la population passe avant celle du profit capitaliste. Déjà si Lutte ouvrière, si Nathalie Arthaud était élue présidente, ça voudrait dire que ça voudrait dire qu'il y a des luttes, ça voudrait dire que le monde du travail serait en lutte.
Et ben nous, on s'appuierait sur ce monde du travail en lutte pour ouvrir les comptes des entreprises, pour vérifier, pour montrer à tout le monde que l'argent, il existe, et qu'il est dans les poches des capitalistes. Donc la première mesure, ce serait d'ouvrir les comptes de toutes les entreprises. Ma première mesure, en admettant tout ça, je pense que déjà si elle était présidente, il y aurait dans la rue des mouvements sociaux. Dans les entreprises, les travailleurs auraient commencé à organiser le travail en fonction des besoins de la population. Et moi, je m'appuierais sur eux. Et puis, en fait, ce serait eux aux commandes et pas moi. Vous savez bien qu'on ne sera pas élu. Nathalie le dit à chacun, si vous venez l'écouter tout à l'heure, c'est une des premières choses qu'elle va dire. On est lucide, on sait que les gens qui pensent faire une révolution et changer la société sont aujourd'hui minoritaires. Donc on ne sera pas élu. Notre but n'est pas d'être au gouvernement. Si on était élu, ma première mesure, ce serait de faire la transparence des comptes de toutes ces grandes entreprises. De rendre obligatoire qu'ils publient leur fortune, combien ils ont d'habitations, de milliards, d'actions, pour que les travailleurs, la population puissent constater, puisqu'on nous dit tout le temps on ne peut pas augmenter les salaires, on ne peut pas donner 2 000 € aux travailleurs, parce qu'il n'y a pas d'argent, et je crois que c'est un gros mensonge, mais pour ça il faudrait l'éclaircir, et donc imposer la transparence des comptes de tous ces grands groupes, pour que nous tous on puisse juger après de ce qu'il faut en faire. On retrouve beaucoup de mouvements lycéens et étudiants comme Soutenons Nathalie Arthaud. Pourquoi selon vous séduit-elle les jeunes ? Alors moi j'espère que les jeunes ne se résignent pas à cette société. Il y a notamment la guerre en Ukraine qui montre à quoi ça mène, cette concurrence où les grandes puissances s'affrontent par population interposée. Moi j'espère bien que la jeunesse elle se résigne pas à cette société et qu'elle a envie que toutes ces nouvelles techniques, toutes ces richesses, ça servent à autre chose qu'à la concurrence, la course au profit, la guerre, et qu'elle a envie d'une société où on mettrait tout ça au service de l'humanité. Je crois qu'il y en a aussi, je crois qu'il y a une marche pour le climat aussi cet après-midi et qu'il y a des jeunes qui s'inquiètent du réchauffement climatique. Ça aussi, c'est une sacrée illustration ou une sacrée preuve du fait que la course au profit, ça nous mène droit dans le mur et qu'on ne peut pas laisser les capitalistes aux manettes. Justement, parce que moi je pense que les jeunes, vous êtes jeunes, quand on arrive qu'on réfléchit au fonctionnement de la société, les jeunes doivent beaucoup se poser de questions quant à l'avenir de la société, quant au fonctionnement de la société. Et Nathalie Arthaud, c'est la seule justement qui se positionne sur l'avenir de la société, sur comment elle peut fonctionner, comment elle pourrait fonctionner différemment. Parce qu'on nous dit tout le temps, de toute façon il y a des politiciens professionnels, des gens qui savent faire, les jeunes, les travailleurs, les moins jeunes, ils votent et puis c'est tout, puis ils restent à la maison. Ceux qui savent, ils décident. Nathalie Arthaud, elle ne dit pas ça. Elle dit que c'est le monde du travail, la population, qui est utile et fondamentalement utile pour la société. Donc c'est la population qui devrait décider pour l'avenir de la société. Donc c'est une réflexion qui est complètement différente et qui peut, à mon avis, séduire effectivement les jeunes qui se posent des questions sur ce que va devenir la société, qu'est-ce qu'on va devenir dans cette société. Parce que je pense que quand on est jeune et qu'on voit le monde tel qu'il est, on a envie de le changer. Et quand on est jeune, on a certainement l'énergie pour le faire. Et qu'on peut choisir le combat d'une vie. Nous, on appelle les jeunes à choisir le combat de leur vie pour changer la société. Et s'il y en a qui veulent rejoindre ce combat-là, bienvenue. On les accueille les bras ouverts, il y a besoin. Moi, j'ai commencé à votre âge à faire de la politique, j'avais 16 ans. C'était les mouvements de Vaquet à l'époque. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est un ministre qui voulait rendre payant l'université. Vous voyez, vous allez rentrer à la fac, vous allez payer. On a manifesté à l'époque pour interdire cela. D'ailleurs, on a gagné. C'était un gros mouvement lycéen. Et les jeunes, ils pensent qu'il faut changer la société et ils ont bien raison. Ils l'ont toujours pensé, en fait. Donc, chaque génération est séduite en partie. C'est pas une grosse majorité non plus, mais par les idées révolutionnaires, et c'est légitime. Parce que il suffit de vivre dans cette société pour constater qu'elle est révoltante. Donc, on devient révolutionnaire. Naturellement, je dirais. Il y a beaucoup d'abstention aux dernières élections et sûrement aux présidentielles, surtout chez les jeunes. Que dites-vous aux jeunes réticents à l'idée de voter ?
Je leur dis que je comprends qu'ils soient écœurés parce qu'on a vu plein de politiciens faire des promesses, pas les tenir dans le passé. Les prochains les tiendront pas non plus, mais c'est quand même l'occasion de s'exprimer, de dire ce qu'on pense. Et s'ils ont envie d'affirmer que cette société, il faut la changer et qu'il faudra se battre pour ça, ils peuvent le dire avec le vote Nathalie Arthaud. Je dirais tout simplement que aller voter dans une élection, alors c'est pas ça qui va changer fondamentalement les choses, mais c'est participer à un débat de société. Donc donner son avis, c'est aussi dire que nous, comme vous-même, les jeunes, vous avez un avis sur la société et que vous pouvez éventuellement participer au changement du fonctionnement de la société. Je dis que je comprends parfaitement qu'ils pensent que voter ne changera pas leur sort, parce que c'est la réalité. Mais nous, ce qu'on propose, c'est pas un vote en disant élisez-moi présidente de la République, je vais changer les choses. C'est un vote de combat pour dire je refuse cette société capitaliste, je veux la combattre et j'en suis. Et donc de ce point de vue-là, ces jeunes qui pensent avec raison que c'est pas en votant que les choses changent, ils pourront quand même exprimer justement ces idées-là, ce refus de la société et cette volonté de la combattre. Donc ils pourront rejoindre ce vote-là. Nous, on ne croit pas qu'on va changer la société par le vote. Alors, tous les journalistes nous demandent pourquoi vous présentez. Pour le dire. Pour que les gens qui pensent que c'est par la révolution, les mouvements sociaux qu'on change la société, ils puissent l'exprimer clairement en disant nous, voilà, on pense qu'il faut des mouvements sociaux pour renverser le capitalisme et on va l'exprimer. Alors, on sera 200 000, 500 000, 600 000, tout dépend. Et donc, là, les jeunes électeurs, ils ont leur rôle à jouer comme tout le monde. Donc tous ceux parmi eux qui pensent qu'il faut changer la société, établir une société égalitaire, sans exploitation, il faut qu'ils l'expriment, il faut qu'ils le disent. Moi je ne suis pas pour qu'on se taise, je suis pour pas que les travailleurs se taisent et les jeunes encore moins. Voilà, il faut qu'ils prennent en main leur vie et puis la société. Tous les partis révolutionnaires, toutes les révolutions étaient faites par des jeunes. Voilà, j'ai 50 ans, c'est déjà foutu. Foutu, je participerai. Mais l'aile dynamique, etc., ça a toujours été les jeunes travailleurs en priorité, mais aussi des jeunes intellectuels qui faisaient le raisonnement que la société, il fallait la changer et qui participaient. Donc le vote, c'est une manière d'affirmer cette conviction qu'il faut renverser la société. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible à le dire. Ça nous donnera de la force, quoi. Si on est 500 000, 1 million, c'est plus que si on est 200 000 pour prendre confiance dans l'avenir et puis prendre le mort aux dents dans les semaines qui vont suivre. Et dernière question, est-ce que la montée de l'extrême droite dans notre pays montre un réel problème au sein de notre démocratie ? Oui, c'est un problème. En tout cas, je comprends que ça inquiète la jeunesse et c'est un sacré poison, ces idées-là. C'est des idées qui servent finalement aux possédants, à ceux qui sont au pouvoir, à diviser pour mieux régner, à nous désigner des boucs émissaires. Et donc voilà, c'est des idées qu'on combat, mais je pense qu'on les combattra d'autant plus facilement qu'on aura à nouveau des luttes. Et si vous regardez dans l'histoire, quand il y a eu des grandes grèves en juin 1936, en mai 68, ça a balayé pour un moment ces idées réactionnaires nauséabondes même. Moi je pense que si le monde du travail il renoue avec les luttes, ces idées-là on les enverra à la poubelle, quoi. Oui, la montée de l'extrême droite, ça montre qu'effectivement la société elle est de plus en plus individualiste. Donc justement qu'on réfléchit peut-être pas suffisamment à comment ça pourrait fonctionner autrement et que cette conscience de classe que nous on appelle, c'est-à-dire qu'on pense que justement les frontières, il n'y a pas de frontières entre les gens, des frontières nationales, mais des frontières de classe sociale. Donc d'un côté il y a ceux qui produisent les richesses, les futurs travailleurs, donc les lycéens. Et de l'autre côté, il y a ceux qui profitent de ce système. Et il faudrait que cette conscience de classe se remonte pour justement combattre ces idées de l'extrême droite qui sont des idées très individualistes. Bien sûr que c'est un problème. C'est un problème. La montée des idées réactionnaires en général, c'est un problème. Alors notre démocratie, c'est une démocratie bien fragile. C'est une démocratie qui respecte les riches, mais qui ne respecte pas beaucoup les pauvres, qui ne respecte pas les travailleurs. Et la montée de ces idées-là, elle est liée, bien sûr, à la crise, à la désespérance, au manque de perspective. Et nous, on pense aussi que les idées communistes révolutionnaires
sont un moyen, en ouvrant d'autres perspectives que de combattre l'immigration, que de combattre plus petit que soi, et ben elles offrent d'autres perspectives et qu'elles peuvent aussi ramener vers un combat de justice et de progrès ceux qui aujourd'hui sont complètement démoralisés. Ah oui, il suffisait d'étudier le passé. Vous avez fait un peu d'histoire. Donc quand l'extrême droite est montée en Allemagne, en Espagne dans les années 30, en Italie, ça a donné des régimes catastrophiques pour les libertés, plus de syndicats, plus de partis politiques, et puis la guerre finalement. Et ça, moi je crois que le capitalisme aujourd'hui est parfaitement capable de reproduire de telles catastrophes si nous tous on n'y prend pas garde. Donc aujourd'hui ils apparaissent sous un voile démocratique, etc. Mais si ça se durcit, si les capitalistes leur en donnent l'ordre, ils peuvent très bien faire ce qu'ils ont fait avant, c'est-à-dire écraser toute forme de résistance, les syndicats, les partis, tous ceux qui contestent les bourgeois. Et c'était ça les régimes fascistes dans les années 30. Ils ont écrasé toute résistance. Et ça peut nous arriver, oui. Donc c'est un réel danger. Je dirais pas pour la démocratie, mais pour tout le monde du travail, tous ceux qui veulent résister à l'oppression, c'est un danger mortel pour nous. 1 heure avant le début du meeting, Nathalie Arthaud est venue nous voir pour nous inviter à une conférence de presse et lui poser quelques questions. Bonjour. Vous êtes des étudiants? Bon, c'est choisi. Il y a beaucoup de mouvements lycéens qui vous soutiennent, aussi de mouvements étudiants. Pourquoi, selon vous séduisez autant les jeunes? Alors là, je suis ravie de savoir que vous séduisez beaucoup les jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui réalisent que en effet, avec une société, avec ce profit qui est érigé en Dieu suprême, en vertu cardinale de tout, en effet, on ne peut pas organiser les choses pour répondre aux besoins de tous. C'est pas, voilà, je pense qu'il le mesure. Et d'ailleurs, quand on est jeune, en fait, on a finalement, toute sa vie, on a vécu des catastrophes, des crises. Alors, le krach de 2008, ensuite il y a eu la pandémie, là maintenant il y a la guerre. Et moi, c'est ce que j'ai défendu tout à l'heure, il faut faire le lien, justement, parce que toutes ces catastrophes, elles ont une raison commune. C'est précisément le produit de la société capitaliste aussi. Donc je pense qu'un certain nombre de jeunes sentent que au-delà du président de la République, au-delà de la personnalité des uns ou des autres et de la politique qu'il prétend mener à l'élection, je pense qu'ils sentent que c'est un système qui marche sur la tête. Et ça, je pense, c'est une vertu aussi de la jeunesse, de ne pas encore avoir trop d'œillères et de ne pas encore avoir brisé tout leur élan de générosité et d'enthousiasme, voilà, qui fait que justement les jeunes se sentent libres, y compris d'envisager la société autrement, un peu plus en tout cas. Je change de sujet. Vous représentez le Parti ouvrier. Pourquoi de plus en plus d'ouvriers se tournent vers l'extrême droite aujourd'hui ? C'est le fruit de la désorientation, de l'écœurement, du sentiment de trahison qu'ils ont pu avoir quand il y avait justement des gouvernements de gauche qui leur avaient fait des montagnes de promesses et qui finalement les ont toutes trahies une fois arrivés au pouvoir. Donc finalement, les électeurs de cette gauche gouvernementale se sont retrouvés en se sentant écœurés, démoralisés et ne sachant plus à quel diable se vouer, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que dans cette période de crise, avec ces réflexes de repli nationaliste et ces préjugés, finalement, Le Pen peut capter une partie seulement, parce qu'en fait l'autre partie s'abstient. Et voilà, n'en attend absolument plus rien, parce qu'ils ont fait le constat que de toute façon, quels que soient les présidents, rien ne changeait pour eux. Il fallait qu'ils se débrouillent tout seuls. Ils se débrouillent tout seuls. Voilà. Donc on est confronté à ça. Et c'est vrai que moi je pense que tant que la résignation sera plus forte que la colère et la combativité, en effet, je pense que l'extrême droite peut continuer de capter une partie de cet électorat désorienté politiquement. Mais précisément parce que quand on ne se sent pas capable de demander des comptes à ceux qui nous exploitent, on cherche à s'en prendre à d'autres, plus pauvres, à d'autres travailleurs. Voilà, à finalement
Et c'est exactement la politique de Le Pen et de Zemmour. C'est d'opposer des pauvres à d'autres pauvres. Qu'est-ce qui vous différencie du candidat communiste Fabien Roussel ? Beaucoup de choses. C'est qu'en fait, nous, on est vraiment communistes, en fait. C'est pas seulement une étiquette qu'on brandit comme ça de temps en temps. C'est que pour nous, le communisme, c'est réorganiser la société en renversant la classe capitaliste. C'est-à-dire que nous, on est pour l'expropriation de la grande bourgeoisie, des groupes économiques, des multinationales. Nous, on pense qu'y compris la guerre, elle repose ce problème. Elle pose le problème des profiteurs de guerre, elle pose le problème de tous ces trusts de l'armement qui ont intérêt à la guerre, qui ont intérêt à la poursuivre. Elle pose le problème de ces trusts de l'énergie qui vont... parce que l'énergie, dans cette guerre, on voit bien qu'elle est une arme. Elle est devenue une arme de guerre. Eh bien, ils vont utiliser toute cette période-là pour faire des surprofits. Donc, il faut, plus que jamais, dire on ne doit pas les laisser faire. On ne peut pas les laisser les mains libres. Il faut les empêcher de nuire. Donc, on doit aller vers un contrôle des travailleurs eux-mêmes sur, finalement, les agissements de ces entreprises. Et nous, on espère qu'au travers de ce contrôle, les travailleurs réaliseront que, finalement, c'est à eux de prendre les rênes, de diriger, et qu'on ira vers l'idée que, oui, si nous, on gouvernait ces multinationales, ces grandes entreprises, eh bien, la société, elle marcherait mieux, elle tournerait mieux. Parce que, justement, on les ferait fonctionner d'abord pour répondre aux besoins de tous, en prenant en considération, justement, l'avenir de la planète. Donc, nous, notre perspective, c'est véritablement les travailleurs au pouvoir. Et une société où, justement, on planifierait, où on organiserait, donc... Et à l'échelle mondiale. Oui, alors c'est une grosse différence avec Fabien Roussel qui nous explique que lui, ce qui l'intéresse, c'est la France. Bon, nous, on pense qu'il n'y a plus de solution à l'échelle d'un pays. Comment résoudre la crise climatique à l'échelle de la France? C'est ridicule. Hier, un journal, Les Échos, je crois, faisait état de l'ouverture d'une usine au Texas. Une usine qui est donc une usine de serveurs informatiques et qui est installée donc pour gérer les crypto-monnaies, pour assurer leur circulation, etc. Eh bien, cette usine fantastique, très utile à la marche du monde, n'est-ce pas? Eh bien, elle consomme quand même la moitié d'un réacteur nucléaire. L'énergie de la moitié d'un réacteur nucléaire. On marche sur la tête. Le vote utile pour moi, c'est le vote pour ces convictions-là. Le vote pour se dire, bah oui, on n'est peut-être pas en mesure aujourd'hui de la changer, cette société, mais c'est ça qu'il faut viser. Le changement de la société et le renversement du capitalisme. J'ai une dernière question. Il y a beaucoup d'abstention aujourd'hui, surtout chez les jeunes. Que dites-vous aux jeunes qui sont réticents à l'idée de voter ? Je leur dis, alors ça dépend, mais en tout cas pour les jeunes qui sont révoltés, pour les jeunes qui se disent que c'est toute la société qu'il faut changer, moi je leur dis, mais restez pas isolés, restez pas invisibles politiquement. Pourquoi ne pas le dire? Pourquoi ne pas utiliser votre bulletin de vote pour protester et pour justement, clairement faire un vote contre cette société capitaliste, contre la grande bourgeoisie? Ça, il faut le faire, il faut se montrer, même si on est peu nombreux, mais justement se montrer, parce que c'est comme cela que les idées, elles peuvent aussi avancer, qu'elles peuvent être popularisées et qu'elles peuvent imprégner les consciences de tous ceux qui se posent des questions aujourd'hui. 30 minutes après la rencontre et la salle remplie, le meeting a pu enfin commencer. Travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades, à cause des salaires et des pensions de retraite bloquées, à cause de la précarité et du chômage, cela fait des années que le monde du travail recule. Des années que des millions de personnes, des femmes et des hommes qui travaillent dur, dépendent de l'aide alimentaire pour vivre. Des années que les conditions de travail se dégradent. Et quand, où les interventions des grandes puissances impérialistes ont-elles assuré la liberté et les droits démocratiques pour les peuples? En Afghanistan, au Moyen-Orient, au Sahel, en Afrique? Quand les grandes puissances interviennent, y compris militairement, elles ne le font pas pour sauver les peuples des dictatures ou de la misère. Elles le font pour leurs intérêts. La seule porte de sortie qui puisse garantir que le conflit prenne fin et ne recommence pas demain, c'est que les prolétaires, que les dirigeants actuels utilisent comme de la chair à canon, se retournent contre leurs propres dirigeants, contre Poutine en Russie, contre Zelensky et ses alliés impérialistes en Ukraine.
Alors pour le moment, la population en Ukraine et en Russie est sous le choc. Mais si la guerre dure, eh bien il faut espérer que cette perspective prenne corps, portée par les travailleurs donc, de Russie et d'Ukraine. Le message de Macron, c'est que demain, ce sera plus dur. Il y aura des sacrifices à faire. Il faudra peut-être moins se chauffer, moins se déplacer, mais il faut l'accepter, parce que ce sont des efforts de guerre nécessaires, et finalement une juste solidarité à avoir vis-à-vis des Ukrainiens qui souffrent. Autrement dit, tout ce qu'il nous explique du haut du gouvernement, c'est qu'il faut se préparer à du sang et des larmes. Alors il faut bien réaliser que la guerre sociale que nous mène le grand patronat déjà aujourd'hui, au travers des bas salaires, des retraites indignes et des conditions de travail de plus en plus dures, eh bien cette guerre sociale, elle va se durcir. La guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie vont être un prétexte de plus pour nous imposer des sacrifices, pour faire en sorte que l'on se résigne au chômage partiel, à une paye partielle, pour que l'on se résigne aussi à cette flambée des prix et pour que l'on accepte le recul de l'âge de la retraite. Mais ne soyons pas étonnés que Mélenchon ne prépare pas les travailleurs au combat contre la classe capitaliste. Parce que son projet, ce n'est pas de renverser le capitalisme, c'est de gouverner, en laissant le pouvoir économique à la grande bourgeoisie, en espérant, certes, encadrer un petit peu sa rapacité, en espérant lui mettre des limites, mais c'est bel et bien de gouverner avec elle, comme s'il y avait un arrangement possible avec cette grande bourgeoisie. Comme si l'on pouvait raisonner les spéculateurs qui font flamber aujourd'hui le prix du blé en sachant pertinemment qu'ils vont affamer des millions de personnes. Donc le monde du travail ne renversera pas le système capitaliste et la classe qui le domine, la grande bourgeoisie, tant qu'on laissera la marche du monde entre les mains de ses dirigeants, eh bien nous irons droit à la catastrophe. Le grand patronat continuera de faire de nous des invalides et des handicapés du fait des cadences et des charges de travail toujours plus lourdes. Et puis notre banquier aussi, il sera toujours là, et c'est lui qui décidera s'il nous accorde ou pas le crédit ou le découvert dont on a un besoin vital. Alors le programme que je défends, eh bien, c'est un programme de lutte. Ma candidature est un appel à la mobilisation, un appel au combat. Défendre nos conditions d'existence, notre droit à la vie est une question de rapport de force, de grève, d'affrontements sociaux. Mais comment peut-on se réjouir d'un chiffre officiel de 3,3 millions de chômeurs en catégorie A, c'est-à-dire sans aucun emploi? Les petites entreprises sont l'alibi pour nous faire taire. Pour savoir ce qu'il en est vraiment, eh bien, il faut l'abolition du secret des affaires. C'est-à-dire qu'il faut rendre publics les comptes des grands groupes et les contrats qui les lient aux autres entreprises. Il faut donner ce droit aux travailleurs de tout mettre sur la place publique. Tous les contrats de travail, les contrats avec les fournisseurs, les contrats avec les donneurs, les sous-traitants. Et là, on verrait qui se fait des marges royales. Je veux revenir encore une fois sur la guerre en Ukraine. Trotsky écrivait en 1938, à la veille donc de la Seconde Guerre mondiale, « La guerre est une gigantesque entreprise commerciale, surtout pour l'industrie de guerre. » Et dans cette guerre, puisque le pétrole et le gaz sont aussi devenus des armes de guerre, eh bien on peut rajouter que le secteur énergétique est lui aussi devenu une gigantesque entreprise commerciale. Une source d'enrichissement et de spéculation formidable pour la grande bourgeoisie. Parce que c'est cela qu'il y a derrière les augmentations du prix à la pompe. Quand on se réveille le soir avec un prix à la pompe et le lendemain matin qu'on y retourne et qu'il a pris 20 centimes pendant la nuit, cela ne s'explique que par la spéculation. Oui, seuls les travailleurs sont capables de remettre la société sur ses pieds. Quelle que soit la direction où l'on regarde, la santé, les inégalités, l'environnement et la crise climatique, le nucléaire, les relations internationales, la crise économique, les dirigeants du monde planifient une seule chose, la fuite en avant. Encore une fois, il est significatif de voir qu'alors qu'on n'a jamais autant parlé de planification écologique, ce que tous les gouvernements sont en train de planifier aujourd'hui, c'est leur réarmement. Ces dernières semaines, on a entendu des politiciens dire que les Ukrainiens seraient des immigrés de qualité et qu'ils feraient finalement les profits de la France. Tout ça est d'un mépris sans nom pour toutes les travailleuses et les travailleurs immigrés, exploités sans scrupules et sans lesquels pas un hôpital public,
pas une usine, pas un chantier du bâtiment ne fonctionnerait. Pour nous, les travailleuses et les travailleurs, quel que soit le pays dont ils sont issus, font partie de notre camp, le camp des travailleurs, et leurs intérêts, leurs besoins sont les nôtres. Le Pen flatte les policiers, Zemmour leur promet le droit de tuer sans craindre la justice. Le Pen veut renvoyer les étrangers qui restent 1 an sans emploi, Zemmour, lui, les renverrait au bout de 6 mois. Et quand Le Pen, l'ancienne candidate anti-système, parie sur un processus de dédiabolisation et travaille à se rendre plus humaine, eh bien Zemmour, lui, a choisi la stratégie opposée. Il déverse, s'habille raciste et organise toute sa campagne autour de son délire du grand remplacement. Mais s'il pose en intellectuel, c'est en historien révisionniste qui explique que la colonisation a été une bénédiction, que le capitaine Dreyfus était peut-être coupable, que la Révolution française était un complot, et que Vichy a protégé les Juifs français, dont 24 000 sont pourtant morts dans les camps nazis après avoir été livrés par la police de Pétain. Eh bien, je peux vous dire qu'en matière d'histoire, mes élèves lycéens d'Aubervilliers en savent plus que ce charlatan-là. En fait, Zemmour nous rappelle que tous les politiciens anti-immigrés sont toujours d'abord et avant tout anti-ouvriers. Alors tous ceux qui, dans les classes populaires, sont attirés par les sirènes nationalistes se trompent de camp. Ce n'est pas le fait d'être considérés comme de bons Français qui leur permettra de trouver un meilleur travail. Et le fait d'avoir un prénom qui sonne bien comme il faut aux oreilles de Zemmour ne les empêchera pas d'être exploités et méprisés. Et que les travailleurs immigrés, moins de droits, ne leur en rajoutera pas à eux. L'unique antidote à la poussée d'extrême droite, c'est que les travailleurs renouent avec leurs valeurs politiques, c'est-à-dire la conscience de constituer le camp de ceux qui triment dur pour gagner leur vie, quelle que soit leur origine, leur couleur de peau et leurs croyances. Les xénophobes et les racistes mettent en avant la préférence nationale et disent « les Français d'abord ». Alors soyons nombreux à leur répondre « les salaires d'abord, les emplois d'abord, les pensions de retraite d'abord, le camp des travailleurs d'abord ». Ne restez pas seuls avec votre colère, ne restez pas isolés, impuissants et invisibles politiquement. Rejoignez-nous dans le vote et dans le parti qui incarne une politique pour changer toute la société. Nous sommes minoritaires, mais dès qu'une épidémie de grève se déclenchera, ce sont ces idées-là qui aideront les travailleurs à aller le plus loin possible dans leur combat. Et ce combat, il peut et il doit aller jusqu'à renverser le capitalisme et son cortège d'arriération et de barbarie. Il doit aller jusqu'à changer le monde.